Bienvenue à cette première activité scientifique du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société en cette nouvelle année 2020-2021. Alors, ainsi que vous pouvez le constater, le débat que nous allons vous proposer a lieu via le réseau Internet avec le désormais fameux logiciel Zoom. Nous avons l'habitude, d'ailleurs, au Centre de recherche, depuis de nombreuses années, d'employer les technologies médiatiques afin notamment d'échanger avec des intervenantes et des intervenants qui sont situés en dehors de Montréal, mais c'est la première fois que nous organisons un tel événement uniquement donc en ligne. Évidemment, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ceci ne vous étonnera pas. Néanmoins, il semblerait que cette pratique en fait permette à un certain nombre d'entre vous de pouvoir participer à ce débat alors qu'ils et elles habitent en dehors de Montréal. Tant mieux donc dans ce cas-là. Il est sans doute aussi pertinent que je dise quelques mots sur le centre de recherche. En fait, celui-ci comprend, je n'ai pas fait le décompte exact, mais une cinquantaine de chercheurs réguliers et associés, ainsi qu'à peu près l'équivalent en termes d'étudiants et d'étudiantes membres. Nos activités sont organisées en 4 axes. L'axe 1 est consacré aux mutations des médias et à la culture. L'axe 2 au big data, à l'intelligence artificielle et à la surveillance. L'axe 3, lui, s'intéresse aux pratiques de l'information et des conditions de production de cette information. Et puis enfin, l'axe 4, que dans notre jargon, on considère comme étant l'axe transversal dans nos activités, en fait, lui, porte sur les épistémologies critiques en culture et communication. Tout à l'heure, d'ailleurs, Léna Hübner, qui est à la fois étudiante au programme de doctorat en communication et coordinatrice des activités scientifiques du CRISIS, vous donnera la liste des séminaires, des premiers séminaires de la saison que nous organisons. Et puis, d'ailleurs, je vais en profiter pour la remercier d'avoir participé grandement à l'organisation de cette première activité, donc de ce débat. Et puisque j'en suis au remerciement, avant de lui donner la parole, je vais aussi donc remercier François Aubin, qui est professeur au département de lettres et communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc d'avoir accepté d'organiser aussi et d'animer ce débat. France est aussi chercheur au GRESIS. Et là-dessus, donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Éric. Alors, merci à nos intervenants qui ont accepté là, le débat d'aujourd'hui, de se réunir pour un Zoom supplémentaire pour parler ensemble d'un enjeu important. Merci aussi aux participants qui assistent. Alors, on a prévu 3 questions qu'on a déjà envoyées à nos intervenants, 3 questions sur lesquelles on va les inviter à discuter. On va commencer par... je vais commencer... C'est curieux. Bon, je vais commencer. C'est pas moi qui Bon, il y a quelqu'un qui devrait éteindre son micro. Peut-être que je ne vois pas tout le monde sur mon écran, mais il faut éteindre le micro lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les retours de son comme ça. Donc, je vais commencer par vous les présenter brièvement. Et puis, je ne lirai pas tout ce que j'ai reçu parce qu'on a des intervenants très, très intéressants, très actifs, très engagés. Et donc, ça prendrait tout le temps. Donc, je vais y aller brièvement et vous dire qu'après leur présentation, donc, ils répondront à une question que je relirai ou que Éric relira, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de l'imprimer ici. Donc, Éric, tu pourras la reprendre. Et les 6 intervenants vont prendre la parole sur la première question, donc pour y répondre. On a prévu 3 minutes par intervenant. C'est pas très long, mais comme ils sont 6 et qu'on veut avoir 10 minutes de discussion après chaque question, on devait condenser un peu. Donc, les gens prendront la parole dans l'ordre alphabétique pour la première question, l'ordre alphabétique des noms de famille. Donc, on entendra d'abord Stéphane Couture, ensuite Arthur Desmatos-Alves, Monsieur Feinberg, Karine Gentelet, et puis Sophie Letellier et André Mondou. Donc, ce sera l'ordre dans lequel on écoutera nos intervenants pour répondre à la première question. Alors, je vous les présente brièvement. Stéphane Couture est professeur au département de communication de l'Université de Montréal. Il est membre régulier du Lab CMO. Ses intérêts portent sur les dimensions sociales et politiques des médias numériques et d'Internet. Il travaille actuellement à différents projets, dont un projet avec l'organisme Alternative qui vise la création d'un laboratoire de recherche-action
sur les droits humains en ligne et les technologies alternatives. Arthur de Matos Alves, il est professeur à l'Université TELUC. Il est titulaire d'un doctorat en communication, système et technologie de la Nouvelle Université de Lisbonne. Sa recherche plus récente porte sur les enjeux politiques des technologies émergentes, des nouveaux médias et de cyberconflits. Monsieur Finberg, Andrew Finberg, est titulaire d'une chaire de recherche du Canada en philosophie de la technologie de l'École des communications de l'Université Simon Fraser à Vancouver et il est directeur de programme au Collège international de philosophie. Il a publié plusieurs ouvrages dont au moins 3 ont été traduits en français. Repenser la technique, Entre raison et expérience, essai sur la technique et la modernité, ainsi que la philosophie de la praxis, Marx, Lukács et l'École de Francfort. Karine Gentelet, elle est professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la chaire de recherche dont j'essaierai pas de prononcer le nom, en intelligence artificielle et justice sociale. Ses intérêts de recherche et ses publications portent sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones, l'usage de la technologie numérique et l'intelligence artificielle au service de la justice sociale, l'éthique de la recherche en contexte autochtone et la responsabilité sociale des chercheurs. Karine Gentelet est chercheure au Centre interuniversitaire de recherche et d'études autochtones, au laboratoire de cyberjustice, au sein duquel elle dirige un projet de recherche sur l'autonomisation par l'intelligence artificielle des populations marginalisées. Et elle est également à l'Observatoire international des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Enfin, Karine est active au sein d'Amnesty International depuis 13 ans. Donc très active à la défense des droits de la personne. Anne-Sophie Letellier est candidate au doctorat. Elle est co-directrice des communications chez Crypto-Québec. Ses intérêts de recherche portent sur la littératie technologique, la justice sociale, les cultures web, les infrastructures numériques et la sécurité de l'information et sur les enjeux sociopolitiques liés aux technologies numériques et à la sécurité de l'information. Elle a co-dirigé l'ouvrage d'éducation aux médias à l'ère numérique, entre fondation et renouvellement. Et elle est co-auteure du livre On vous voit, paru chez Librex. Enfin, André Mondoux est professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Il se spécialise dans l'étude des rapports entre les technologies numériques et les dynamiques de reproduction sociale, de gouvernementalité et d'individuation psychique et collective, notamment par le biais des problématiques de surveillance, de contrôle et de l'algorithmisation de la production, de la circulation et de la consommation de données. Donc, vous voyez, on a des gens... je les ai, les questions, Léna nous les avait données. On a des gens très intéressants à écouter. Alors, je vous lis la première question. Merci, Léna, d'avoir pensé à tout. Alors, la première question se lit comme suit. Selon vous, quelle place les dispositifs technologiques comme les applications de traçage occupent-ils dans la lutte contre la pandémie au Québec ou au Canada, dans d'autres provinces, ailleurs, selon le contexte que vous connaissez bien? Et devrions-nous considérer d'autres outils, d'autres moyens? Alors, je donne la parole à Stéphane. Stéphane, tu as 3 minutes pour répondre à la question. On t'écoute. Il faut allumer ton micro. Donc, j'ai déjà pris 15 secondes. Pour répondre à la question, en fait, je pense qu'il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on veut dire par dispositif technologique. Moi, j'ai contribué, je travaille dans le champ sciences, technologies et société, Science and Technology Studies, et je considère, par exemple, des choses comme un vaccin, un masque, comme des dispositifs technologiques. On peut aussi penser à toutes les technologies de télétravail ou de présence connectée comme Zoom, Teams, Jitsi, les médias sociaux. Donc, c'est certain, oui, la réponse est oui. C'est certain dans ce cas-là qu'il y a plein de dispositifs technologiques impliqués dans la lutte contre la pandémie. Et je pense qu'il faut porter attention à des technologies plus banales, en fait, dans nos études aussi. Au niveau de ce qu'on appelle les applications de traçage, ce qu'on constate, en fait, j'ai une étudiante, Eva Giard, qui s'appelle, a fait un stage avec moi cet été, mais sur ces questions-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'elle n'occupe pas une très grande place dans la lutte contre la pandémie. Par exemple, l'application de traçage qui est la plus populaire parmi celles qui sont adoptées volontairement, celle de l'Irlande a été adoptée avec un taux de 40 %, tandis qu'on le sait, au Québec, l'application a été pour le moment rejetée. Donc, elles n'occupent pas vraiment une place.
place importante, je dirais. Est-ce qu'il faut considérer d'autres outils dans cette catégorie-là? Donc, à mon sens, oui. Présentement, moi, ben, c'est ma préoccupation. Le traçage de contact se fait par personne, par téléphone, par fax ou même par courriel. Le courriel qui est un protocole assez problématique au niveau de la vie privée. Et on constate qu'il y a beaucoup de problèmes, des gens qui ne répondent pas et tout ça. Même si on a rejeté en quelque sorte certaines formes d'application de traçage, je pense que les technologies numériques peuvent quand même être utiles pour appuyer le traçage de contact, tout en préservant l'anonymat, la vie privée et en étant conscient des inégalités que ça peut produire aussi. Donc, je dirais, c'est surtout sur le dernier des technologies plus banales qui pourraient appuyer le traçage de contact que je pense que ça serait intéressant de réfléchir. Je ne sais pas, j'ai fait mon 3 minutes, mais... France, on ne t'entend pas. Excuse-moi, j'avais éteint le micro. Il te reste une quarantaine de secondes, mais ça peut aller. C'est bon. Ça va. La prochaine fois, je vais parler plus lentement. Donc... C'est parfait. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire qu'on prendrait les questions. En fait, c'est Léna qui va s'en occuper. Les questions, on va les prendre après que tout le monde ait répondu à une question. Donc, on ne les prendra pas après chaque intervenant, mais plutôt après chaque question, qui évidemment, je rappelle que tout ce qu'on dit, y compris dans la période des questions, est enregistré. Alors, merci beaucoup. Je vais reprendre mon petit chrono. On va donc écouter maintenant la deuxième personne, c'est Arthur, qui va nous répondre à la même question. Arthur, est-ce que tu aimerais que je répète la question? Non. Je veux juste m'assurer que vous m'écoutez. C'est bon, on t'entend. OK, parfait. Merci pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation. C'est une question... c'est une question en fait trop complexe pour 3 minutes là, que je pense que Stéphane a bien utilisé son temps, parce que j'ai toujours des difficultés à faire quand j'ai des questions de cette nature. Je suis tout à fait d'accord que notre notion de notre concept de dispositif technologique doit se complexifier pour inclure des outils et des procédures qui ne sont pas tout à fait des technologies matérielles, mais c'est vrai que la conception dominante d'applications technologiques, quand on parle de COVID, est centrée et complètement focusée sur les applications. Moi, je dirais que les applications de traçage ne sont qu'un des éléments du combat à la pandémie, surtout ne sont qu'un des instruments de santé publique qui pouvaient appuyer le combat à la pandémie et la protection de la santé publique. Dans une approche systémique, l'approche qu'on désirait dans une société démocratique qui prend au sérieux la préservation de bios collectifs, les outils technologiques ont une place subordonnée à une politique générale de santé publique. Nous savons ce qui a aidé, nous connaissons très bien les modèles qui ont été appliqués dans des pays qui ont réussi à contrôler la pandémie. D'ailleurs, France, Aubin et moi, on a longuement discuté et on a présenté, on a eu l'occasion de présenter ensemble sur cette question. Donc, nous savons ce qui a aidé vraiment, c'est une combinaison de dépistage, de tests disponibles avec des résultats rapides du confinement volontaire et une prévention robuste avec de l'information publique transparente et disponible de façon efficace et démocratique. Donc, les masques, les hygiènes, la distanciation sociale, tout ça doit faire partie de ce dispositif de combat à la pandémie, d'une approche prudentielle, je dirais, dont fait partie le confinement, les mesures préventives, le dépistage efficace et rapide, le traçage manuel que ce soit basé sur une participation volontaire bien informée, du consentement bien informé, et peut-être des applications pour accélérer le traçage. On sait d'ailleurs que selon une étude de l'Université d'Oxford,
en avril 2020, on s'attendait à un minimum de 40-60%, qu'un minimum de 40 à 60% de la population devrait avoir les applications de traçage. Maintenant, la version plus récente de cette étude nous nous indique que, en fait, même avec une utilisation minimale, ça pourrait déjà aider à combattre la pandémie. Donc, on est rendu à un point où nous ne sommes pas peut-être capables de contrôler la pandémie. Surtout, l'application ne suffira pas à contrôler la pandémie. On est rendu à un point où tous ces outils font partie d'une série d'éléments d'un dispositif qui nous permet, d'un ensemble de dispositifs, d'une approche systémique qui nous permettrait de combattre plus efficacement la pandémie. Merci beaucoup, Arthur. Ça me fait curieux de censurer mes collègues comme ça, mais bon. Alors, on va maintenant... La troisième personne, ça va être M. Feinberg. Hein. Je vous appelle monsieur parce que je ne vous connais pas. Il faudra juste allumer votre micro. C'est bon. Voilà. Avez-vous besoin que je vous répète la question? Non, non, je me souviens de la question, mais je vais parler d'aspects politiques de cette question, puisqu'on ne peut pas parler de tout. Et il y a deux choses qui m'intéressent et qui me concernent. Je suis d'accord que des logiciels de traçage sont utiles et peuvent prendre une grande place dans le contrôle d'une maladie, mais en même temps, il y a des problèmes d'intimité, de privacy, qui sont de plus en plus dans la discussion publique de l'Internet, qui sont de plus en plus discutées. Si le gouvernement ou des entreprises savent où nous sommes tout le temps, dans toutes nos activités, il y a quand même des conséquences. Et les gens en sont conscients. Et donc, pour que une telle application soit largement utilisée, il faudrait un contrôle efficace et convaincant de l'accès à l'information. Ça existe, par exemple, aux États-Unis, il y a un contrôle très strict des informations médicales. Il faudrait que cette information soit mise au même titre que les informations sur l'état de santé des individus. Mais nous n'avons pas actuellement un tel système de contrôle des informations. Et donc, je ne pense pas qu'un régime de traçage à base de technologie digitale peut être accepté par une partie considérable de la population. Il faudrait donc innover au niveau, au policy level, pour pouvoir tirer bénéfice des pouvoirs de la technologie digitale. Deuxième question concerne les informations, la distribution des informations. Les réseaux sont formidables pour distribuer les informations sur la pandémie. Mais en même temps, ils distribuent aussi des mensonges et des erreurs. Et donc, il faudrait là une stratégie pour contrecarrer les fausses informations qui circulent. Et il faudrait aussi que les institutions médicales conservent leur autorité, qu'ils ne soient pas manipulés politiquement. Ce qui se passe aux États-Unis et qui rend impossible de contrecarrer les fausses informations sur les réseaux. Alors donc, il y a des problèmes politiques
très, très importantes qui doivent être traitées pour que ces moyens techniques soient utilisables. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait mes 3 minutes. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, là, on en est à... Vous connaissez votre ordre, hein, mais moi, je ne l'ai pas mémorisé. Ça sera au tour de Karine. Parfait, merci. Est-ce que vous pourriez répéter la question, juste aussi pour tout le monde et que je m'enligne dans le bon sens? C'est parfait. Alors, mon micro est allumé? Oui. Oui. Alors, selon vous, quelle place les dispositifs technologiques comme les applications de traçage, hein, c'est comme les applications de traçage, mais ça ne s'y limite pas, occupent-ils dans la lutte contre la pandémie? Alors, on avait indiqué au Québec, au Canada, dans d'autres provinces, on ne voulait pas limiter au Québec et au Canada. Donc, première partie de la question. Et devrions-nous considérer d'autres outils, d'autres moyens? OK. Sur la place des outils technologiques, je pense que si on prend l'exemple du Québec, il y a 2 niveaux. Certainement, si on parle des applications de traçage, elles n'ont pas forcément eu une grande place dans la lutte contre la COVID. Par contre, elles ont occupé une grande place dans les discussions, dans les débats. D'ailleurs, elles l'ont monopolisé, on a parlé que ça, des applications de traçage et de vie privée, et on a oublié de parler d'applications qui sont un peu plus présentes, notamment d'aide à la prise de décision dans la gestion des soins, qui sont des applications qui ont des problèmes au niveau de discrimination, qui induisent des biais, qui ont des effets potentiels discriminatoires exponentiels sur des groupes qui sont déjà sous-représentés dans les données et qui subissent donc cette discrimination de manière exponentielle. Donc il y a vraiment 2 niveaux, mais même au niveau mondial, je dirais qu'il y a vraiment eu des angles morts où tout ce qui était les applications de traçage ont dominé. Et on a laissé de côté d'autres outils qui étaient encore beaucoup plus, qui avaient beaucoup plus d'enjeux, je dirais, en termes de droits humains. Donc, ça, c'est la première des choses. Et oui, il y aurait besoin d'autres outils de traçage, d'autres outils, pardon, vous voyez, comme quoi ça colonise même mon esprit, mais il y aurait besoin certainement d'autres outils technologiques pour lutter contre la COVID. Et je vous dirais, je vais vous lancer des types d'outils qui devraient travailler sur 3 plans. Les fractures numériques, il y a 3 niveaux de fractures numériques et souvent les outils technologiques ne prennent pas en cause ces fractures numériques-là. Travail en silo entre les inégalités sociales de santé et les inégalités numériques. Ça, généralement, elles sont complètement séparées. Et on voit, par exemple, avec la COVID, l'exemple parfait pour moi, mais absolument parfait, puis on en reparlera dans la deuxième question, mais qui a été exclu quand il y a eu la commission parlementaire? On a invité des gens des techs, on a invité des gens qui étaient des juristes, personne de la santé publique. Déjà, ça pour moi, c'est exactement, ça illustre parfaitement l'enjeu auquel on fait face avec les réponses numériques. Donc, il y a ça, et aussi, ce qu'il faudrait considérer, c'est l'intersectionnalité des profils, des utilisateurs de ces technologies-là, et donc des groupes et des personnes qui sont impactées par l'usage de ces technologies. Donc, si on considère, disons, juste ces 3 dimensions-là, il y aura certainement d'autres outils qui pourraient être développés, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on en soit là. Voilà. Merci beaucoup. On voit qu'on s'en va tranquillement vers la prochaine question. Alors, si j'oublie personne, nous en serions à Anne-Sophie. Okay. Oui, donc, je vais m'inscrire un peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Moi, justement, je me suis intéressée un peu plus aux applications de traçage ou de notification d'exposition. Puis, je pense qu'au mieux, il y a un besoin qui serait extrêmement limité. Et je dis bien au mieux. Donc, on voit qu'il y a nécessairement, en fait, un besoin en termes de traçage de contact, pas nécessairement numérique, mais justement, dans les enquêtes en santé publique, genre pas plus tôt que cette semaine, on disait au gouvernement qu'il y avait un besoin, en fait, d'employer plus de personnel pour faire du traçage dit manuel. Il y a des enjeux avec ça aussi, comme Stéphane l'a soulevé. Au niveau des méthodes de communication et tout ça qui sont
employés dans ces contextes-là. Puis, ben, aussi, les restaurants et les bars qui doivent tenir, en fait, un registre des personnes qui viennent et qui viennent au bar. Donc, moi, j'ai vu plusieurs fois, justement, des feuilles mobiles avec des noms et numéros de téléphone, justement, à la vue de tous. Donc, ça fait partie aussi des enjeux et des besoins aussi qu'il y a, parce que quand on est dans des endroits publics où il y a un plus grand risque de contagion, surtout quand ils sont fermés, ben c'est là, je pense qu'il peut avoir un besoin. Mais quand on parle d'applications numériques, de notifications, d'exposition, ben il me semble que, puis je pense que c'est une position qui est généralement adoptée, c'est qu'à la fois technologiquement et socialement parlant, c'est pas le moyen le plus efficace et le plus adéquat pour faire du traçage de contact. Donc, on a parlé des limites techniques associées au Bluetooth, justement que c'est pas le bon outil technologiquement, en fait, pour calculer la distance et tout ça. Donc, il y a cet enjeu-là, et puis ensuite, il y a les enjeux sociaux qui ont été élevés liés à la fracture numérique. Donc, les personnes, évidemment, les plus touchées par la COVID sont surreprésentées également dans les personnes qui ne disposent pas forcément de téléphone intelligent. Et puis, bien, il y a le risque extrêmement grand de faux négatifs et de faux positifs, qui, dans un cas, peut justement entraîner un faux sentiment de sécurité et, dans l'autre cas, créer un engorgement des systèmes de santé. Donc, je pense que c'est important que si on veut considérer d'autres outils, en fait, c'est d'être extrêmement transparent et beaucoup plus cohérent, en fait, dans notre manière d'exposer ce que la technologie peut et ne peut pas faire. Donc, connaître ses limites, ses risques en matière de vie privée ou non, ce qu'elle fait bien, mais aussi ce qu'elle ne fait pas. Et puis, bien, évidemment, il y a aussi une compréhension qui doit être faite beaucoup plus profonde du contexte social dans lequel va atterrir la technologie. Je pense que des réponses qui sont beaucoup plus contextualisées peuvent être également beaucoup plus adéquates et beaucoup plus aidantes en matière justement de lutter contre le COVID. Donc, que ce soit des solutions qui soient disposées un peu plus dans le système de la santé, qu'on aille voir les communautés les plus touchées pour savoir de quoi elles ont besoin, ou sinon, justement, aller voir, c'est ça, s'intéresser dans le fond au contexte particulier et puis voir comment la technologie peut renforcer des pratiques qui sont déjà existantes ou comment elles peuvent les bonifier. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Habituée à travailler avec un chrono ou tu avais ton chrono toi aussi? J'avais mon chrono moi aussi. C'est bon. Je me disais, mon Dieu, ça arrive pile poil. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'avec Anne-Sophie aussi, on s'en va vers la deuxième question. André? Bien, merci beaucoup de me donner 10 minutes pour parler de cet important sujet. C'est très apprécié. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est pas tellement... C'est pourquoi on aborde cette pandémie en termes de technologie et pas d'autre chose. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est très ancré socio-historiquement. Je le répète que c'est un peu un moment particulier. Pandémie, pan, l'entièreté du peuple, démi, démos, le peuple, pan, tout le peuple. Donc, une pandémie, une pandémie, ça affecte tout le peuple. Alors, évidemment que toute solution qu'on veut efficace sera pandémique, c'est qu'elle affectera tout le peuple. Et ça, c'est important à penser. On peut se rapprocher en disant, ben ouais, on va se consoler, il y a une rationalité, mais écoutez, ces applications-là, le traçage n'ont pas été retenu par la plupart des pays où ça a été proposé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit que la démocratie ne marche pas en ce moment, les gens ne sont pas assez éduqués. De l'autre côté, nous avons une rationalité instrumentale qui passe pour la rationalité et une rationalité occidentale qui passe pour la rationalité. Il y a plusieurs façons de lutter contre le COVID. Il y a l'isolation, il y a les masques. Alors, pourquoi avons-nous choisi cette technique? Bien, c'est parce que nous sommes déjà dans une société technicienne. Le traçage, par exemple, est déjà déployé à l'échelle commerciale, hein, le profilage d'informations. Et ce qu'on assiste en ce moment, et c'est ça que je trouve plus inquiétant, c'est que si on met ça du point de vue technique, on assume que la technique est neutre, ce qu'elle n'est surtout pas, et que de deux, on assume que la quantification, autrement dit, que la carte va remplacer le territoire, pour reprendre la fameuse analogie. Je m'explique, on est rendu maintenant, lorsqu'on veut parler du peuple au complet, le pandémique, n'est-ce pas? C'est rendu maintenant des statisticiens qui font la job. Hein? Et à ce moment-là, on fait de l'agrégation, c'est vraiment de la carte, on n'est pas dans le territoire. On fait de l'agrégation de données et même de la projection.
dans lequel, évidemment, mes collègues avant ont bien dit qu'il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de granularité, c'est une agrégation qui fait fi de tout ce qui est le social. Alors, je vous dirais, ce que je trouve intéressant dans les 45 secondes qui me restent, c'est effectivement pourquoi le social est si absent, alors qu'en fait, la pandémie le met en jeu directement, c'est tout le peuple. Alors donc, il y a des risques de dérive, sinon totalitaires, à tout le moins totalisants. Je veux dire, qui va accéder aux informations, pourquoi, comment, bon, bref, c'est tout le politique qui est là. Et il va falloir justement qu'on en arrive à une solution. Monsieur Andrew fait référence aux États-Unis où effectivement on est en plein régime de post-vérité, c'est l'hyper-individualisme, donc même les discours scientifiques, rationnels n'ont pas prise. Et c'est pour ça justement que la technique apparaît comme s'il était neutre. Elle ne l'est pas. La quantification du social a des répercussions importantes. On passe en termes de gouvernementalité, et je conclue ici, Mme Aubin, mes 20 secondes qui me restent. C'est effectivement des enjeux, et on le sait, il y a plusieurs recherches, je ne suis pas tout seul dans le monde, on sait que justement ce déploiement machinique, technique, la reproduction au même a tendance à occulter le politique. Et c'est effectivement ce qui se passe lors des travaux de la commission parlementaire, notamment, où on a entendu principalement des gens techniciens nous parler de, effectivement, or, sur le plan technique et empirique, ces technologies-là n'ont pas été acceptées en majeure partie, et de deux, n'ont pas fait leurs preuves empiriquement. Alors, la question est, pourquoi en parle-t-on encore et pas d'autre chose? Hein? Merci. Merci beaucoup, André. Donc, on va maintenant prendre les questions. Je ne vois pas Léna. Oui, Emmanuel, est-ce que... je vais laisser Léna prendre le contrôle. Oui, donc si vous avez une question, vous pouvez faire signe en allumant votre caméra. J'ai vu Emmanuel a une question. Oui, merci Léna. J'ai un petit commentaire mais qui devient une question. C'est par rapport à ce que disait Anne-Sophie, mais aussi André. On a demandé aux gens de remplir des listes dans les bars, mais je n'ai pas entendu de débat sur la vie privée, alors que le papier, à ce moment-là, c'est un autre dispositif pour recueillir des données et on n'est pas sûr aussi de l'utilisation de ces données. Alors, par là, ma question, c'est est-ce que le problème n'est pas avec le numérique? Bien sûr, il y a tout le débat qui est derrière, mais il y a déjà ça. Je pourrais m'arrêter là, on reviendra plus tard. Est-ce que, Anne-Sophie, tu veux répondre tout de suite, peut-être? Oui, je peux y aller. Moi aussi, c'est une question que je me suis posée en faisant cette observation-là, en fait. Puis, tu sais, je me suis dit, on a beaucoup abordé la question dans les applications de traçage avec une espèce de trade-off entre la fonctionnalité et les trucs qu'on pouvait laisser aller en matière de vie privée. Bon, je trouve ça extrêmement problématique, tout ce qui se fait dans les bars. Puis, je pense que les discussions qu'on a eues en matière de protection de la vie privée pour les applications de traçage de contact devraient avoir lieu aussi dans ce contexte-là où on demande au bar justement de tenir une liste en fait des non-numéros de téléphone parce que c'est extrêmement problématique si on regarde justement aux enjeux sur le droit d'association et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile en fait d'avoir accès à tout ça et puis on peut se dire qu'en tant que bar, en tant que gestionnaire de bar, ben, ta job, ce n'est pas de tenir ces informations-là confidentielles. Hein? Donc, on ne peut pas s'attendre à ce niveau-là de vie privée alors que ça reste quand même des informations relativement importantes. Mais en même temps, peut-être que cette initiative-là, aussi imparfaite et problématique soit-elle, c'est aussi une manière de dire « Ah, ben on a identifié en fait un foyer où ce qu'on avait absolument besoin de faire ce traçage-là d'une manière un peu plus rigoureuse. » Et puis peut-être justement dans les trucs qu'on peut développer par la suite, ben, c'est peut-être avoir cette même rigueur en matière de protection de la vie privée, mais voir comment on pourrait développer quelque chose pour faciliter peut-être à plus long terme la gestion de risque dans les restaurants. Donc, on a beaucoup parlé pour les applications de traçage de contact d'identifiants anonymes. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de similaire pour le contexte spécifique des bars ou d'autres contextes spécifiques? Je pense que c'est là qu'on peut trouver quelque chose d'un peu plus porteur, c'est de s'intéresser beaucoup plus au contexte. Donc, si on a le contexte des bars, mais aussi dans les contextes
de santé publique, dans des zones qui sont un peu plus chaudes. Je pense qu'il y a moyen de penser ça pour que ça puisse faire un peu plus le pont avec les gens qui sont concernés par cette situation spécifique-là. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut cette même rigueur-là, tant au niveau de la fonctionnalité, des résultats que ça va donner, mais aussi en matière de protection des droits et libertés de tous. J'entends bien la question de mon ami et collègue Aimé Jules, mais j'aurais tendance à te relancer, Aimé Jules, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ramène le débat à des dimensions personnelles, les données, etc., les individus, et non pas qu'est-ce qui se passe sur le plan du politique. Si on accepte une rationalité instrumentale qui dit qu'il faut vous tracer, il faut faire ci, puis voici la vérité telle que la science ou peu importe l'instrumentalité en vigueur le dit, il n'y a plus de débat politique possible. Alors la question, le problème, c'est de dire comment préserver le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de rendre un débat qui soit démocratiquement acceptable, tout en sachant que le pour-soi, les tenants, les aboutissants de ce débat-là est entièrement compris dans nos rapports politiques. Et c'est ça qui est la grande difficulté. Mais ce que je constate, c'est qu'en ce moment, c'est typique de notre société néolibérale technicienne, le cadrage est très, très fort. C'est technique et individu. Et même sur le plan technique, ça se résume souvent, bon, la protection des données personnelles. Ce à quoi je dis, c'est nécessaire, mais non suffisant. Je pense qu'on se perd, on masque une importante dimension du problème qui est la façon de, je reprends le vieux terme de Foucault, même s'il n'était pas précis, la gouvernementalité, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive à imposer une organisation sur un territoire, parce qu'avant la gouvernementalité, sur Foucault, ça s'appelle la sécurité du territoire, eh bien, comment est-ce qu'on va arriver qu'à régler ça? Et l'idée, et je ne veux pas ressortir le bon vieux Heidegger, mais c'est un peu l'admonestation qu'il faisait, le vieux Heidegger, c'est-à-dire que si vous pensez que la technique est neutre, on risque de confondre notre destin avec cette autre dimension de la technique qui est de la production à tout prix et de forcer. Et quand je regarde le débat actuel, me semble-t-il qu'on est un peu aux prises avec cette lourdeur-là, ce boulet-là, qu'on n'en arrive pas à décoller. J'étais à la commission parlementaire cet été, et puis je peux vous dire que tous ceux qui ont parlé avant moi, j'étais le seul qui a amené des considérations d'ordre social, collectif. Or, on parle d'une pandémie. Ça met le collectif directement sur la map. Et pourtant, on est encore en train de trouver des solutions apolitiques, non collectives. Et c'est ça que je trouve intéressant et de caractéristique de notre société en ce moment. Merci. Est-ce que il y a Eric qui voulait poser une question, mais est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait poser une question par rapport à la première partie? Je vous demanderai... 5 minutes. Oui, mais c'est pour ça qu'on pourrait prendre peut-être 2 questions en même temps s'il y en a une autre. Pour l'instant, je ne vois personne se signaler, donc je donnerai la parole à Eric pour... Il y a Alassania qui veut poser une question. Parfait. Donc, Eric posera sa question après Alassania, puis les réponses se feront en bloc. Merci. Au début de la pandémie, surtout en février, mars, avril, tous les yeux étaient virés en Chine parce que ça partait de là. Puis, c'est en Chine que les premiers dispositifs de traçage de l'épidémie liée à la COVID-19 ont commencé. On a tous vu les fameuses photos où on avait des presque cosmonautes qui avaient des fusils au bout de la main pour voir si la personne avait une température élevée ou bref. Est-ce que ma question s'adresse à peu près à tout le monde? Est-ce que vous pensez que le cadrage qui a été fait du traçage en Chine et tout ce qui vient avec le non-respect de la vie privée a joué en la défaveur de l'acceptabilité sociale des outils de traçage de la COVID-19 au Québec? Parfait, merci. Eric, est-ce que tu pourrais poser ta question en même temps? Oui, en fait, c'était une petite remarque, et puis il répondra qui voudra parmi nos intervenants et intervenantes. En fait, j'aimais bien, je vais revenir à ce que disait Stéphane au départ. Je pense en effet que ça me semble tout à fait pertinent d'envisager la question des solutions technologiques de façon relativement large. Et puis, à partir de là, on a beaucoup parlé des applications de traçage, mais on pourrait aussi beaucoup parler des tests. Hein, parce qu'en fait, dans un certain nombre de pays, notamment à partir de ce printemps, puis cet été, on a beaucoup entendu parler que finalement, une éventuelle deuxième vague, on pourrait la contrôler à partir d'un nombre de tests effectués de plus en plus important. Et l'Allemagne a servi plutôt de modèle de ce point de vue-là. Hein. C'était considéré comme un pays modèle, justement, lors de la première vague.
Et ce que je me demandais, c'est qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on se rend compte que oui, sans doute que les tests, ça fait partie d'une certaine forme de tentative de contrôle de la pandémie, mais que d'un autre côté, on oublie toujours que ce qui est de l'ordre technique est aussi de l'ordre social. Et que par exemple, pour la question des tests, même si les tests sont effectués et peuvent éventuellement servir à contrôler un peu la pandémie, l'un des problèmes, c'est qu'on n'a pas les moyens financiers en fait, de pouvoir effectuer ces tests et puis de pouvoir avoir les résultats très rapidement. Et qu'à un moment quelconque, donc il n'y a pas de pensée globale. C'est ça que je voulais mentionner. On a l'idée d'une solution technique, mais ça ne va pas au-delà. Voilà. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les conférencières voudrait prendre la parole pour un des deux ou les deux en même temps, rapidement? Est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui. Je suis très conscient du fait que la pandémie est un phénomène social et un problème social. Et c'est aussi sûrement un problème technique. Et j'ai du mal à comprendre la pertinence de Heidegger et du problème de l'instrumentalisation de la société par rapport à ça, puisqu'on n'a que des moyens qui sont en même temps sociaux et techniques pour lutter. Par exemple, le port du masque, c'est une action technique, mais c'est aussi une action sociale qui concerne comment ça s'appelle en français, considération pour les autres, hein, le respect des autres et leurs problèmes de santé. Donc, toutes les solutions techniques sont en même temps des solutions sociales et vice-versa. Et on ne peut pas les séparer. Alors, le problème, c'est que nous n'avons pas des bons systèmes pour reconnaître les conséquences sociales des solutions techniques. Et c'est là où il faut intervenir pour élaborer les systèmes capables de rendre transparents et fiables les systèmes techniques. Je me permets de répondre à mon collègue puisqu'il m'a interpellé avec Heidegger. Écoutez, je pense que de dire que c'est social puis de dire on laisse filer, c'est parce qu'il faut que ça débouche sur le politique. Et ultimement, le politique, ça veut dire que l'individuation d'une rationalité, qu'elle soit instrumentale ou pas, si on place la technique par-dessus, eh bien, c'est là qu'on se ramasse avec le drame d'Heidegger. C'est-à-dire que la technique est là pour pousser le pouvoir du pouvoir. Et c'est ce qu'on est en ce moment. On gère la gestion. On va gérer la pandémie. Voilà, on va gérer le futur, on gère la gestion elle-même. Et c'est dans quoi nous sommes. Et je vais vous donner, cher Ando, un exemple. Prenez juste le compteur d'amitié sur Facebook. Il n'y a personne qui dit que j'ai 700 amis. Et pourtant, on en vient qu'à calculer justement une quantification, ce qui induit les sujets à dire, bien, moi, je vais augmenter mon nombre d'amitiés, entre guillemets, et là, je vais produire. Et là, on est dans ce qu'il appelait le pouvoir du pouvoir. Et c'est ça, pour moi, et je raccroche donc Heidegger au débat en ce moment, c'est-à-dire que quand on parle de technique et pas d'autre chose, on est dans le pouvoir du pouvoir. Et c'est la technique qui cadre l'entièreté du débat, alors que s'il est social, il devrait être a priori politique. Et c'est là. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est une position qui est difficile parce que finalement, on va ramasser dans une espèce d'espace public habermasien. Il y a dans l'éther une espèce de rationalité qui devrait nous guider comme une boussole qui nous mène vers le nord. Or, ce n'est pas du tout le cas et on le sait. Donc voilà, c'est pourquoi je pense qu'il y a cette idée de nous sommes homo faber, mais justement, si on pense que la technique n'est pour reprendre les mots du cher Heidegger, une représentation anthropologico-instrumentale, on se gourre. Elle est autre chose qu'un instrument individuel. Et là, c'est la critique qu'on peut faire à Heidegger. Il n'a pas vraiment développé le social là-dedans. Ça serait plutôt le rôle de Simondon et Stigler qui ont poursuivi cet héritage-là. Mais je pense qu'il faut repasser le politique et de dire que c'est social, c'est pas un passeport pour dire, bon, ben, on a évoqué la chose, c'est social. Non, le social va nous mener vers des contradictions et
et va nous mener à la limite vers ce modèle, bon, je le dis, qui est de Zizek ou de Chantal Mouffe, c'est-à-dire un modèle antagonistique, si je peux dire, de reconnaissance, pour ne pas citer honnête. Donc, je pense que c'est là qu'est le débat et qu'il faut s'entendre sur justement les inégalités, les égalités. Et si on dit c'est juste social, mais le social, en ce moment, il est représenté comme un système autonome qui se déploie et qui n'a plus besoin des gens. D'ailleurs, il n'y a aucun gouvernement qui se dit de gauche ou de droite. On est des gestionnaires. Alors, voilà pour moi le signe des temps. C'est ce que Freytag appelait l'opérationnel décisionnel, c'est-à-dire une société dont les moyens sont devenus les propres finalités. Et pour moi, c'est là l'admonestation que faisait le vieux philosophe, c'est de faire attention à ne pas confondre que le pouvoir de la technique, qui est d'accumuler, de raisonner, le pouvoir du pouvoir, soit notre destin absolument. Et quand je regarde l'état de la planète, je ne peux pas vous dire que je trouve qu'Heidegger avait tort. Je ne pense pas qu'on est en désaccord, mais il y a deux vocabulaires différents peut-être pour dire quelque chose de similaire. Mais je passe maintenant. Oui, on ira prendre une bière, on va régler tout ça. J'aimerais ça qu'on réponde peut-être à la question qui a été posée sur la Chine. Est-ce que, Mme Gentelet, vous aurez peut-être quelque chose à dire là-dessus ou sinon, M. Couture? Je pense que M. Couture avait quelque chose à dire. D'accord. Peut-être rapidement, en fait, moi, mon impression, le cas de la Chine a peut-être été, il a peut-être influencé surtout l'accent qu'on a mis sur l'adoption volontaire des applications de traçage. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose dans les pays dits démocratiques, là. C'était quelque chose de consensuel. Les applications de traçage devaient être adoptées de manière volontaire, un peu en opposition à ce qu'on voyait dans les pays plus autoritaires. Par contre, moi, ce que je pense très, très rapidement, ce que je vois à la défaveur de l'acceptabilité sociale des applications, je pense que c'est tout l'appareillage critique qu'on a développé autour suite aux révélations d'Edward Snowden, Cambridge Analytica et tout ça. Donc, je pense que les citoyens ont beaucoup incorporé cette idée-là qu'on est en train de nous surveiller et tout ça. Et là, ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. Moi, je vois plus ça dans ce sens-là parce que je pense qu'on sait, en tout cas, on n'est pas... C'est ça, je vais m'arrêter là. D'accord. Je redonnerai la parole à France peut-être pour qu'on avance un peu dans les questions. Merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos réponses. Alors, comme le temps file et qu'on a pris un peu de retard, je vais vous proposer je vais vous lire les deux questions. On va les fusionner. Puis là, les gens qui ont envie de répondre vont y répondre. Ça va? Alors, la deuxième question se lisait comme suit. Après, je vous lis la troisième. Puis là, ce sont les gens qui ont envie de répondre qui répondent. Alors, la deuxième question. À votre avis, qui a compté dans le débat, dans la conversation, on peut utiliser un mot à la mode, dans le débat sur l'implantation éventuelle de solutions technologiques par les gouvernements canadiens, québécois ou autres? Est-ce que ce sont d'abord les experts et expertes en santé, les femmes et les hommes politiques, les entreprises de technologie, la société civile, les journalistes, les citoyens et citoyennes? En fait, on a consulté qui? Qui a été consulté? Ça va, je pense que Karine, tu vas pouvoir certainement nous reparler de travail en silo. On a consulté qui et comment et qui a pu être exclu de la conversation? Qui est-ce qu'on voit qui n'a pas été consulté, qui aurait dû en être, selon vous? Et la troisième question, donc, que j'ajouterai tout de suite, à partir de ce bilan-là, que vous faites de la place occupée par les solutions technologiques et de l'étendue de la conversation, que proposez-vous de conserver ou de modifier, tant en termes de solutions, ça on a déjà un peu discuté de ça, que de participation à l'élaboration de celle-ci. Merci. Alors, qui voudrait prendre la parole? Léna, je te le fais faire tu suis ou tu veux que je m'occupe de suivre la parole? Vas-y. Tu m'as répondu quoi? Parce que ça allumait ton micro, puis... Vas-y, tu peux... Okay. C'est bon, merci. Je peux peut-être commencer si ça vous gêne pas. J'avais quelques commentaires et questions par rapport à ce qui s'était dit précédemment, et puis ça la rejoint, ça répond en partie à la question, mais quand on disait par exemple que il n'y avait pas, c'était, je ne me rappelle plus quel était le commentaire, mais genre on ne savait pas ce que c'était.
avant la pandémie, non, on avait une idée, c'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui se sont mises en branle. Il y avait les inégalités sociales de santé avant, il y a eu la pandémie qui s'est mis là-dedans, il y a les solutions technologiques, parce que c'est encore ça dont on parle, les solutions technologiques. Et donc, la combinaison des 3, la factorisation des 3 a donné un cocktail assez dramatique. Dans la littérature, par exemple, moi j'ai fait une étude cet été sur les inégalités, enfin sur les réponses technologiques à la santé avec une étudiante, je pense que certains d'entre vous connaissent, qui est Alexandra Baharidion. On a travaillé tout l'été là-dessus et on parle de la pandémie de l'inégalité. Donc on le savait à l'avance qu'il y avait un certain nombre d'inégalités en santé, on savait qu'il y avait des groupes qui étaient beaucoup plus à risque et justement cette non-réponse, cette non-combinaison entre les inégalités numériques, entre les effets des usages technologiques, parce que par exemple, quand vous parlez de la Chine et le fait qu'il n'y a pas eu une acceptabilité sociale ou qu'on a pensé à la vie privée, mais ce n'est pas tant le problème de la vie privée, c'est qu'il y a des groupes qui ont été discriminés. Par exemple, au début de la pandémie, il y a des personnes d'origine asiatique qui se faisaient agresser. Et ça, c'est des conséquences sociétales. Pourquoi est-ce que des personnes n'utilisent pas l'application Covid ? Par exemple, si j'étais une mère monoparentale où les revenus de ma famille dépendaient de mon état de santé, je vous garantis que je ne la téléchargerai pas l'application. Je ne veux pas savoir si je l'ai la Covid, parce que si je l'ai, ça veut dire que je suis obligée de rester chez moi, que je ne peux pas travailler, donc je n'ai pas de revenus. Donc, ce n'est pas une histoire de vie privée. Je sais que c'est très important la vie privée, mais ce n'est pas que ça. C'est les impacts sociétaux de ces usages-là qui font que les gens n'ont pas mis en place, ne veulent pas de la technologie. Et même, on le voit maintenant, ce que ça a eu comme effet, je lisais, c'est que les gens ne veulent même plus participer aux enquêtes de traçage qui sont faites par la santé publique. Ils sont réfractaires à ça. Donc, non seulement on pense que ça a eu un effet négatif, que les gens ne veulent pas se faire tracer, mais ce n'est pas forcément pour des questions de vie privée. Déjà, il faut être au courant de ce que c'est le droit à la vie privée. Il faut savoir qu'on a un droit à la vie privée. Par contre, ce qu'on voit, c'est le droit au travail, des choses comme ça. C'est pour ça que je dis souvent, ces impacts sociétaux-là, ils n'ont pas été vus au regard des droits économiques et sociaux, mais souvent au regard des droits civils. Et on s'est largement trop concentré, à mon avis, là-dessus. Un autre élément aussi, c'est que, excusez-moi, j'ai un feu d'artifice dans la tête d'idées qui me sortent, mais ceux qui n'ont pas été consultés, c'était évidemment les citoyens, et je dirais particulièrement les représentants des citoyens, les organismes communautaires, qui souvent représentent les citoyens. Ceux-là ont été complètement écartés. Ça s'est passé, encore une fois, souvent quand on voit des solutions technologiques, c'est une approche top-down, c'est-à-dire que c'est au niveau étatique, le secteur privé est impliqué. Souvent, le secteur privé est initiateur de la démarche technologique, va voir l'État, et là, après ça, on descend la solution. Donc, tous les organismes sur le terrain qui aident les gens dans la vie de tous les jours à faire des demandes d'aide, à l'aide aux devoirs, etc., n'ont pas été consultés, ont vraiment été carrément éliminés. Et ça a eu un impact sur les personnes qui sont en situation de pauvreté, les personnes qui sont en situation d'itinérance, qui ont, pour le coup, qui n'ont pas accès à un ordinateur, mais encore moins un téléphone, excusez-moi, intelligent, qui soit capable de prendre une application ou même d'avoir un Bluetooth qui soit suffisamment cohérent. Donc ça, c'est vraiment les exclus. L'autre chose qu'on n'a pas pris en compte, et je reviens d'un point de vue, on va dire, contexte, c'est le fait qu'on était dans une situation de crise. Ça, on n'en parle pas. Le contexte de crise. Autrement dit, les gens étaient stressés, les décideurs étaient stressés, il fallait changer des pratiques à un rythme très rapide et d'une manière extrêmement poussée. Et ça n'a jamais été pris en compte. Et même encore maintenant, quand on parle de la pandémie, on commence tout juste à parler d'enjeux de santé mentale, d'un point de vue très large, mais on n'en a pas parlé au tout début de la pandémie. Et ça, selon moi, ça a eu une incidence énorme sur les réponses qui ont été déployées et la manière dont les réponses ont été déployées, parce que les gestionnaires savaient qu'ils devaient aller très vite, qu'ils devraient trouver les solutions très vite, et il n'y a pas eu de tests qui ont été faits. Enfin bon, il y a tout ça. Sur qu'est-ce qu'il faudrait changer, je vais switcher puis sur la troisième question. Moi, je pense que, puis je plaide et je vais continuer à plaider largement là-dessus.
de développer un cadre de régulation en droits humains, c'est-à-dire regarder quand on déploie des solutions technologiques, quels sont les impacts sur les droits humains, et pas juste en termes de vie privée, mais d'aller vraiment beaucoup plus loin, parce que ça n'implique pas que des personnes, mais ça implique des groupes qui se trouvent discriminés, et souvent, cette discrimination-là, elle est exponentielle parce qu'elle vient combiner avec plusieurs autres facteurs sociaux, économiques et politiques, qui fait qu'on se retrouve, je ne sais plus quel est l'auteur, mais on parle maintenant de forgotten margins, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la marginalité, on est carrément tassé. Donc tout ce qui était l'épicentre a été complètement, si vous voulez, a été complètement tassé, et ça c'est un problème vraiment fondamental de cette numérisation de la société où on voit qui est exponentielle. Donc d'avoir un cadre, je dirais, un cadre droits humains, un cadre aussi droit politique, parce que par exemple, et puis je vais terminer là-dessus, mais un des éléments qui n'a pas été dit des applications de traçage, on l'a beaucoup vu dans nos sociétés comme vie privée, on est fliqué, etc. Mais par exemple, il y a des pays où on s'en est servi des applications de traçage pour surveiller les opposants, pour surveiller par exemple les migrants qui se déplaçaient en Europe pour être sûr. Donc en fait, il y avait contrôle de population avec ça. Les applications de traçage aussi, elles sont utilisées actuellement dans certains milieux de travail pour surveiller les employés, savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc, vous voyez, on a quand même une lunette qui était très vie privée, Québec et pandémie, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large et il faut garder cette lunette-là, impact sociaux et impact droits humains. C'est pas juste parce que j'appartiens à Amnesty que je le dis, là, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Karine. Qui voudrait réagir ou compléter? Moi, je vais décrire à Mme Karine que j'étais très enthousiaste à sa proposition, à ce qu'elle venait de dire, parce qu'effectivement, quand on regarde la modélisation du social, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, une pandémie, c'est comment est-ce qu'on va se représenter le social, et il y a un rôle de technique. J'ai bien aimé ce que Mme Karine disait, ce n'est plus la marginalité, mais on n'est plus là. Effectivement, c'est l'évacuation du social, hein? C'est-à-dire que lorsque je prends de l'agrégation du big data, ce ne sont pas des individus, on va reprendre Deleuze ici, ce sont des individus. Hein? D'ailleurs, c'était l'argument, par exemple, d'Obama, hein, lorsque la NSA interceptait les conversations. On disait, ben, c'est pas grave, on n'écoute pas ce que vous dites, on prend juste vos métadonnées. Ben, c'est ça. On est rendu dans une gestion du social où c'est très, très deleuzien, on peut dire. Hein? Il n'y a pas de. Alors, les gens, c'est pas une question de marginalité, c'est de ne pas être représenté. Et quand on regarde les représentations, jusqu'à présent en tout cas, et je reprends les propos de mon ami et collègue Éric Georges, effectivement, on parle peu du social. Et pourtant, c'est lui qui est mis à partie en premier lieu. Hein, je reviens encore là-dessus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Mme Karine qu'il faut relever justement la singularité. C'est parce que la gestion par statistique, vous savez, je comprends que ça a des bienfaits, mais ce n'est pas justement la meilleure invention que le pain tranché. Ce n'est pas une panacée universelle. Hein, comme je le dis toujours, j'ai une chance sur 6 de rouler un 6 quand je roule des dés. Ça ne veut pas dire que si je roule 6 fois, que je vais avoir un 6. Si je le roule 6 milliards de fois, oui. Le problème avec le social, c'est qu'on lance un dé à la fois, pas 6 milliards de dés à la fois. Alors voilà, et en temps de crise, et je reprends encore l'argument de Mme Karine, je pense qu'elle est tout à fait dans le détail de la chose, c'est en temps de crise, c'est là où on voit les vraies valeurs. Hein? L'usage des médias en temps de crise, notre ami Matlard, Éric, souviens-toi, c'est en temps de crise qu'on voit où sont les premières priorités. Et en ce moment, on le voit bien, c'est vraiment d'avoir une solution technique et ça repose, je m'excuse, c'est un peu long, mais je vais finir rapidement. Elle repose, prenez par exemple l'application de traçage du fédéral. C'est Shopify qui fait ça. Donc, si je comprends bien, Shopify, une entreprise qui récolte des données pour vendre des profils, et pour, etc., sera la gardienne naturelle, si je peux dire, de la protection des données privées. Hein, c'est le même combat que fait Facebook en ce moment, qui était un non-sens. Je veux bien croire que la brebis et le loup partageront la même couche, mais si j'étais la brebis, je ne fermerais pas l'œil de la nuit, juste par précaution. Et quand on demande à Spotify qui c'est qui fait l'application, c'est nos bénévoles, c'est nos employés, on ne s'occupe pas de ça. Et voilà, vous avez une application pandémique qui touche tout le peuple, qui n'a aucune imputabilité. Et ça révèle justement, et je ne veux pas faire frémir d'horreur mon ami Andrew, mais ça révèle justement ce côté technicien qui l'emporte sur justement. Et plus ça se déploie, les médiations automatisées des algorithmes, on le voit déjà dans le cadre des élections municipales. Moi, c'est ma crainte, c'est-à-dire, je vais résumer ça très grossièrement, il n'y a pas assez d'humain dans le décor. Et là, je termine en reprenant les propos de Mme Karine. Avoir de l'humain dans le décor, c'est de penser à tout le monde. Pandémie,
tout le monde. Alors, moi, je pense que c'est ce qui manque. Merci. Si vous pouvez m'appeler Karine, ça m'aiderait parce que j'ai l'impression d'être Madame Irma, si ça ne vous gêne pas. Bien, écoutez, si vous avez les numéros de la 649 la semaine prochaine, je suis preneur, Mme Karine. Moi, je ne vois pas de questions. Je vais m'en permettre une. Karine, je trouve que ça rejoint ce que tu proposes, l'idée d'avoir une espèce de grille, en tout cas de lecture, en fait, quelque chose qui nous permet de penser les politiques ou à l'échelle des droits de la personne. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et je pense que ça rejoindrait aussi la question de M. Feinberg sur l'idée d'une politisation ou de l'intervention politique. Hein? On a toujours peur de... C'est un peu embêtant de dire à l'État, pourriez-vous surveiller qui est-ce qui nous surveille parce qu'on ne veut pas être surveillé par l'État. On se dit toujours, ça prendrait un organisme intermédiaire. Et donc, il y a l'idée de l'organisme, il y a l'idée de comment on vérifie les impacts et Karine, tu dois connaître le gros projet, l'espèce de gros consortium qui existe à l'échelle internationale auquel participe Amnesty International et qui porte sur l'intelligence artificielle. Hein, je ne sais pas si tu sais qu'Amnesty est dans un projet comme ça avec beaucoup d'autres organisations, dont Facebook et compagnie. Alors, je me demandais, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Moi, comme vieille militante d'Amnesty, là, c'est 2 militantes d'AI qui se parlent, là, mais j'espère que ça intéresse les autres aussi. J'étais très étonnée de voir qu'Amnesty faisait partie d'un groupe qui réunit les GAFAM parce que eux, ce qu'ils disent, c'est qu'Amnesty doit être là justement pour imprimer la préoccupation pour les droits de la personne, pour être là lorsqu'on va commencer peut-être enfin à laisser l'autorégulation pour demander aux États d'intervenir. Sais-tu où ça en est, ce projet-là? Parce que je sais que ça, c'est vraiment très gros. Il y a toutes les grandes organisations des droits de la personne. Il me semble qu'Article 19, Human Rights Watch, tout le monde est là avec les GAFAM. Non, je ne sais pas où ça en est. Et pourtant, je suis avec le groupe de travail au niveau mondial là, sur les techs. Ce sera intéressant, mais tu sais que c'est quand même pas mal la position d'Amnesty de parler à tout le monde. Donc, même quand on travaille, par exemple, sur la torture, on va aller interroger les chefs d'État et les gouvernements qui pratiquent la torture. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils soient là. Ça n'empêche pas, par exemple, là, on a sorti une campagne sur la violence contre les femmes sur Twitter, une campagne qui était déjà en 2018 qu'on a réactualisée parce que Twitter avait dit et bien sûr n'a rien fait. Donc non, je suis malheureusement pas très au courant de ça, mais l'idée c'est de pousser sur tous les fronts parce que notamment. Et je ferai un lien peut-être avec les éléments qui suivent par rapport à la pandémie et tout ça. Mais un élément, par exemple, on parle beaucoup de tout ce qui est en lien avec la santé, mais la reconnaissance faciale, par exemple. La reconnaissance faciale, elle est utilisée aussi pour retracer les gens. Enfin, il y a plein de... C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit, ce qu'on entend, et puis il y a ce qui se fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'avoir une vision qui soit très négative avec la George Orwell où on est surveillé. De toute façon, on est surveillé depuis longtemps parce qu'on laisse des traces numériques absolument partout. Donc, on n'a plus la même notion de vie privée qu'on pouvait avoir que c'était avant. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'importe toujours comme chercheur, c'est de dire, OK, il y a ce dont on parle et je veux voir ce dont on ne parle pas. Et les systèmes de reconnaissance faciale, les systèmes d'aide à la prise de décision en santé, sur qui a droit à des soins et qui n'a pas droit à des soins, ceux-là, ils sont basés sur des données qui sont problématiques, qui sont biaisées et qui ont une incidence. Parce qu'il y a des groupes, par exemple, qui vont pas avoir, des femmes qui accouchent qui vont pas avoir une césarienne parce que dans les bases de données, il est dit que les femmes avec telles caractéristiques qui, comme par hasard, correspondent à des caractéristiques de groupes qui sont déjà ciblés, n'ont pas les moyens de se payer une césarienne. Bon, mais c'est des algorithmes. Donc, c'est pour ça que je pense que la stratégie d'Amnesty, et je reviens à ça, et puis je vais terminer, est aussi d'avoir vraiment le plus grand de discussion possible avec les GAFAM qui sont producteurs d'un certain nombre de technologies et qui mettent en avant un certain nombre de technologies qui les initient. Un des trucs qu'on disait par exemple sur la reconnaissance faciale, c'est que le 10-year challenge de Facebook à un moment donné, c'était pour entraîner l'algorithme. Alors, je n'ai jamais su si c'était vrai ou pas, mais que c'était justement pour permettre d'avoir des bases de données sur l'évolution d'un visage à 10 années de temps. Bon. C'est bon, merci beaucoup, Karine. Il y a une question d'Édouard
Bonjour à tous. Bon, il y a pourtant eu une consultation publique au Québec sur l'usage des applications de traçage avant leur mise en place. Que pensez-vous de ces recherches de légitimation démocratique à travers des consultations directes dans ce contexte-là? On pourrait... André, je sais que tu as participé, mais je veux pas que tu répondes tout de suite. Je veux qu'il y ait d'autres personnes qui Oui, mais il donnent y a eu leur une avis. consultation publique, donc il faut juste le préciser au dossier. Oui, il y en a eu. Mais j'aimerais savoir, est-ce que, M. Finberg, qu'est-ce que vous pensez de ça au Québec? Il y a eu une consultation publique. On a demandé aux gens qui voulaient faire des représentations de se manifester sur les applications de traçage. Est-ce que vous savez s'il en existe, je ne sais pas moi, en Colombie-Britannique, est-ce que c'est bien fait? Comment on aborde les gens? Est-ce qu'il y a une question de fracture numérique? Comment vous voyez ça, cette consultation-là? J'interpelle M. Finberg, mais les autres peuvent répondre aussi. Oui, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé en Colombie-Britannique par rapport à des consultations publiques. J'imagine que s'il y a eu des consultations, ils ont été assez confidentielles, parce que je ne suis pas au courant et j'ai quand même vu les nouvelles. J'imagine que ces consultations sont difficilement généralisées à tout le monde, surtout aux groupes, aux pauvres et aux groupes des minorités raciales. Donc, je sais pas si c'est vraiment une stratégie efficace. Au moins, si cette stratégie n'est pas poussée vraiment très loin, hein, avec beaucoup de moyens et beaucoup d'attention de la part des autorités. Bon, ben ça me donne une idée. Il y a Stéphane qui veut répondre, et après Karine. Ben, oui. Tout le monde m'entendait? Oui, ben, je voulais répondre et réagir un peu dans ce sens-là par rapport à ce que Mme Karine affirmait. En fait, moi, en fait, c'est ce que je trouvais intéressant autour des applications de traçage, c'est tout ce débat-là qu'il y a eu. Et je dois avouer, en fait, moi, j'ai embarqué là-dedans. On dirait que ça fait comme 20 ans que j'étudie, comme les concepteurs, les gens du logiciel libre s'impliquent pour essayer de proposer, en fait, des alternatives technologiques, etc. Puis là, en fait, je trouvais qu'il y avait un débat, il y avait vraiment un débat sur des applications de traçage, un débat social. Je comprends que le débat n'était pas parfait, c'est pas tout le monde qui a été inclus, mais il y a quand même eu une commission parlementaire sur une application pour savoir si elle allait être mise sur le App Store et le Google Store. Je veux dire, moi, j'ai pas vu ça avant. Peut-être que vous allez pouvoir me confirmer, mais est-ce qu'on a déjà débattu en commission parlementaire d'une application, de la disponibilité d'une application sur le Google Store, sur l'App Store au Québec? Je ne suis pas certain. Puis, en fait, c'est quand même un parti de gauche qui a appelé à cette consultation-là, donc qui a à cœur quand même les inégalités. Moi, c'est quelque chose, en fait, que je retiens beaucoup de ce débat-là. Il y a beaucoup de groupes qui sont intervenus dans l'espace public à propos de ces applications de traçage. On peut penser à la lettre de Karine Gentelet et de France-Isabelle Langlois d'Amnesty International, mais il y a eu d'autres groupes, ACLU, c'est intervenu, il y a eu des groupes APC aussi, est intervenu dans l'espace public sur ça. Même Google, Apple il disait, peut-être vous allez me corriger, mais il disait on va accepter de mettre l'application sur le store seulement si on a l'approbation de la santé publique. Vous imaginez si on soumet cette même règle-là à toutes les applications? Est-ce que la santé publique pourrait se poser la question, par exemple, est-ce que telle application est-ce que c'est bon, en fait, pour la santé mentale, telle application? Est-ce qu'une commission parlementaire pourrait réagir? Est-ce que c'est bon pour la vie privée? Donc, moi, je pense que c'est un modèle quand même à retenir, en fait, au niveau de ce qui s'est passé autour de ces débats. Et bon, paradoxalement, c'est arrivé qu'on a rejeté l'application. Peut-être qu'on en rejetterait beaucoup d'autres applications si on passerait dans la même dynamique.
Donc, moi, c'est ce que je retiens en fait sur les acteurs, puis où ce que. C'est quoi l'autre question? Qu'est-ce qu'on retient, là, en fait? C'est un peu ça. Donc, j'ai fait mon intervention de 3 minutes. Merci. On t'entend pas, France. C'est bon, je vois ça, ça m'a dit, vous êtes maintenant en sourdine. Donc, il y a Karine qui voulait intervenir, puis André, après, je vais donner 35 secondes, je vais te minuter. Puis Anne-Sophie. Parce qu'après vos interventions, oui, je vais te minuter, André. Tu fais du Éric, là. Et puis, après, ça va être à la salle, OK? Donc, Karine, André, Anne-Sophie, et puis après, on va demander aux gens s'il y a des choses dont on n'a pas parlé, dont on aurait dû parler, etc. Mais en fait, à propos des consultations, Monsieur Stéphane, je serais un petit peu plus critique par rapport à ça. Bon, on était dans une période qui était, la première vague venait de finir, mais d'organiser une consultation mi-août à quelques jours d'avis. Même Madame Karine qui avait fait une lettre, on n'a pas été invité en commission. Et c'était très bien parce que la Ligue était là et la Ligue a une position qui est très forte. C'est-à-dire, j'en fais pas une bataille d'organisation de défense des droits humains du tout. Mais c'était quand même assez confidentiel et il n'y a pas eu, je veux dire, il y avait quelques experts, les gens de la santé publique n'étaient pas là. Ceux qui ont une position plus sociale sont quand même assez minoritaires et sur les questions, je veux dire, la position la plus progressiste et la plus près du terrain, c'était la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qu'il a eue avec la Ligue. Mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est souvent quand on parle, ces temps-ci, on est en discussion avec le Conseil de l'Europe sur, ils disent « Ah, mais comment est-ce qu'on fait pour consulter la société civile ?» C'est intéressant parce qu'ils n'en ont aucune espèce d'idée comment est-ce qu'ils doivent consulter. Et ils disent oui, mais bon, il faut le faire, mais il faut le faire dans un certain cadre. Donc en fait, c'est ce qu'en études autochtones on appelle du tokenism, c'est-à-dire que ça se fait dans un cadre très précis, en fonction d'un agenda qui est défini à l'origine. Et donc on dit oui ou on dit non. Et encore, si on dit non, il faut qu'on ait quelques objections, mais il faut qu'elles rentrent dans le cadre. Donc j'avoue que la manière dont ça a été phrasé, c'était quand même, ou framé, excusez-moi l'anglicisme, ça a quand même été un problème, le fait que ce soit au milieu du mois d'août, que la plupart des organisations communautaires, par exemple, avaient leur monde qui était épuisé suite à la première vague, tout le monde était parti. Donc, il y a quand même des structures d'organisation qui ne pouvaient pas se permettre de participer. Et le fait que Shopify dise, ou que, je ne sais plus qui a dit, on ne la mettra pas sur le truc parce que... ça, pour moi, c'est pas un gage de leur bonne foi du tout, parce que, par exemple, je ne sais plus lequel a dit « Oh, vous savez, on va mettre un ban, par exemple, excusez-moi l'anglicisme, on va mettre un… Comment on dit, on va arrêter d'utiliser, de vendre l'application de reconnaissance faciale parce que ça brime les discriminations. » Donc, je ne sais plus quelle, il y en a 2 organisations qui ont dit ça, sauf qu'ils en vendent une autre de l'autre côté. Donc, c'est juste du show de boucan. Et le problème qu'il y a, pourquoi est-ce qu'ils ils se sont été obligés de dire ça, c'est qu'il y a les données en santé sont les dernières données qui n'ont pas été vendues. Et je pense que s'ils avaient accepté ça, étant donné que la question des données en santé n'était pas réglée, ça aurait été un tollé général. Et comme ils marchent beaucoup à la respectabilité, à la légitimité, etc., c'est pour ça que je pense qu'ils se sont retenus de le partager et de dire on le fera que si on a l'autorisation. Mais sur leur bonne foi, je ne sais pas si on doit prendre ça comme un exemple. Qu'il y ait une consultation, oui. Qu'elle se soit faite correctement, j'ai un peu de difficulté à l'accepter. Je n'ai pas affirmé ça. Hein. Non, je sais, mais je vais plus loin. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais c'est ça. On avait quand même beaucoup d'insatisfaction Amnesty avait déjà beaucoup d'insatisfaction, mais aussi avec les chercheurs avec qui j'ai travaillé cet été, on avait quand même pas mal d'insatisfaction vu ce que ça a donné. C'est à mon tour, Madame France. Écoutez, la première chose que j'ai dite lorsque je suis passé devant la commission, c'était qu'une solution pandémique qui affecte tout le peuple, ça mérite mieux que 2 semaines d'avis en plein été. Ça, c'est très, très clair. Ça a été, on a essayé d'en passer une petite vite. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et de 2,
de cadrer ou framer la solution comme étant technologique, ça écarte du débat beaucoup de monde. À la limite, on a pu laisser les spécialistes de Big Data faire leurs affaires et puis voilà, on n'a même pas besoin du politique. Et c'est ça le danger, justement, dans le technologisme actuel, c'est-à-dire que la technique, elle serait autonome et elle pourrait y aller. Et attention, là, il ne s'agit pas d'être technophobe. Je veux dire, je suis le premier à dire que le ratio d'ordinateurs par personne dans ma maison est trop élevé. Mais il faut aussi avoir cette idée de, bon, je l'emprunte à Stigler, de redoublement, hein, on pourrait dire de mise en équilibre entre les rapports de force, qui sont les deux co-instituants, si je peux dire, c'est-à-dire la technique et aussi le social et l'humain. Mais ça n'a pas été une consultation. Mais je trouve ça intéressant ce que M. Stéphane dit, parce qu'effectivement, on pourrait dire, bien, effectivement, il y a des applications qui sont la dépendance. Et qu'est-ce qu'on fait de la circulation marchande des données? Apparemment rien, puisque notre ministre de la Santé peut érupter, excusez-moi, mais c'est le terme, là. Ah, bien, si on vendait nos données de la RAMQ au public, tu sais, bien voilà. Je veux dire, il n'y a aucune imputabilité et ça repose sur une conception technique comme étant justement neutre et non pas sociale, politique et à débattre. Et voilà pourquoi ce séminaire-ci est intéressant, parce qu'effectivement, ça remet la technique au bon endroit. Merci. Merci, André. Donc, Anne-Sophie, et puis il va y avoir Arthur après. Est-ce qu'il y a des gens que je ne vois pas? Pour moi, c'est plus facile de vous voir dans les commentaires. Il y a Eric et Aimé Jules qui voulaient prendre la parole. Eric dit non, je veux dire, c'est quasiment incroyable. D'accord. Ben, Aimé Jules d'abord. OK. Donc, oui, mais si quelqu'un a une question puis il veut se manifester dans les commentaires, c'est plus simple parce que vous êtes tellement nombreux qu'on ne voit pas tout le monde tout le temps à l'écran. Donc, on ne voit pas les petites mains qui se lèvent. C'est ça. Oui, donc je vais m'inscrire un peu en continuité avec ce qui a été dit par rapport à la commission parlementaire. Je pense que cette tendance-là, en fait, d'avoir concentré le débat autour de l'application de notification d'exposition, en fait, était un débat qui a beaucoup trop, je pense, été engagé sur le plan strictement technique. Hein. On se demandait comment on peut faire, comment on peut, dans le fond, mieux... comment on peut mieux concevoir une application, comment on peut régler des affaires techniques, comment on peut rendre des applications plus respectueuses de la vie privée. Mais on ne s'est pas demandé, dans un premier temps, s'il y avait un réel besoin à concevoir une application. D'après moi, ça aurait été la première étape. Hein. Et puis ensuite, se demander aussi quels étaient les besoins sur le terrain. Donc, encore une fois, on parle de consultation, on parle d'aller voir peut-être les points un peu plus chauds et de se dire... qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour aider votre vie maintenant? Et puis, peut-être que la solution aurait été pas une application de notification d'exposition. Moi et ma collègue, on dit souvent la blague que peut-être que la solution aurait été une application pour trouver le lavabo le plus proche. Hein. Faut regarder un peu quels auraient été les besoins, mais partir encore une fois... donc, de ne pas trouver des manières techniques de faire la meilleure application de traçage de contact possible. Je pense que déjà là, on arrivait dans une espèce de débat biaisé. Et puis surtout que ce débat-là était très technique. Hein. On le voit, on a soulevé justement dans la commission parlementaire qu'il y avait beaucoup d'experts technologiques, qu'il y avait beaucoup d'académiques, mais qui étaient concentrés sur cet enjeu-là technologique, mais également dans le traitement journalistique qu'il y a eu tous les mois précédents. Donc, on remarquait qu'il y avait beaucoup de politiciens, de représentants d'organismes publics et parapublics. Je note justement le commissaire à la vie privée, la commission d'accès à l'information au Québec, des académiques, des éthiciens toujours spécialisés dans le domaine technologique hein, et des intervenants, programmeurs, développeurs du milieu technologique, mais systématiquement dans les journaux, dans les 2 ou 3 mois précédents, on voyait à peu près jamais des professionnels justement du milieu de la santé, on voyait jamais des représentants de groupes communautaires parler des besoins et des difficultés qui étaient vécus sur le terrain. Et c'est là que je me dis qu'on a vraiment emprisonné le débat dans quelque chose qui était ultimement technique. Et même si après, et je vais finir là-dessus, on parlait que l'application de traçage de contact allait simplement être un outil parmi tant d'autres dans une boîte à outils, bien, la réalité, c'est qu'on n'a jamais parlé de cette boîte à outils-là, on n'a jamais parlé des autres mesures qui allaient être mises en place, on n'a jamais parlé des difficultés qui étaient vécues ailleurs et comment des politiques publiques très complexes, en fait, et qui résultent d'un sous-investissement dans le milieu de la santé, comment on pouvait un peu arrimer tout ça pour faire une espèce de solution holistique cohérente. Et puis, cette complexité-là a été
évacuer du débat public pour des raisons que j'ai des intuitions, mais que je vais ignorer pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais mettre. Je pense que ton micro est fermé. Oui, ben ça. Alors, on va écouter Arthur, Aimé, Jules et puis Andrew. Donc, c'est la série des 3A. Oui, merci. Bon, en fait, je suis d'accord qu'on a évacué le social, on a évacué le politique. Dans un temps, on avait absolument besoin d'entendre tout le monde parler de ses besoins, de ses difficultés, des problèmes qui n'étaient pas forcément des problèmes de nature statistique ou de nature technique. Ça révèle aussi le besoin d'un modèle inclusif et démocratique d'évaluation des options technologiques. Un modèle qui ne soit pas trop attaché ni à une logique centraliste, ni à une logique nécropolitique, je dirais, de faire une séparation, prendre une décision centralisée sur qui vit et qui peut mourir. Je rappelle, j'ai eu l'occasion de faire un petit survol de la couverture médiatique depuis janvier du coronavirus. Et je vois que on était dès le début dans une conception nécropolitique à l'échelle globale. On pensait l'Asie, la réaction en Asie, la gestion de la crise par rapport à la gestion de la crise en Asie, les épisodes ou les problèmes de racisme vers les citoyens ou vers les gens d'origine asiatique en Amérique du Nord et en Europe ont été carrément causés par cette réaction nécropolitique de blâmer, qui blâmer et comment blâmer. On avait des propos incroyablement racistes par rapport, par exemple, à la résistance génétique de certains peuples en Asie au coronavirus. On avait tout le genre de commentaires. La première nouvelle sur le coronavirus à Radio-Canada était le 9, j'ai pu trouver, c'est le 9 janvier, un nouveau virus découvert en Chine après une pneumonie. Mais on a eu plein de temps pour comprendre ce qui se passait un peu en Asie. On a eu des experts en santé publique. On a eu des politiciens quand ils faisaient son interprétation de ce que les experts en santé publique disaient à cette époque-là. On a toujours eu cette, je ne dirais pas la primatie de la réaction politique dans ces premiers moments, mais au moment où le geste décisif était vraiment, on avait vraiment besoin d'un geste décisif quand le gouvernement a senti le besoin de prendre un geste décisif, c'était déjà, on a décidé de mettre en avant cette laurea ipsum de l'innovation qui devient un discours prévisible et exclusiviste où la discussion se termine dans l'affirmation d'une légitimité purement technique. D'où le besoin, je suis totalement d'accord, de l'institutionnalisation ouverte des mécanismes inclusifs et démocratiques de discussion des options technologiques, à rendre la technologie aux politiques et aux sociales avant de mettre en avant la légitimité technoscientifique avant à tout prix. Merci beaucoup, Arthur. Donc, Jules? André, tu sembles beaucoup insister sur l'absence du politique et la primauté de la technique. Mais je pense qu'il faudrait vraiment faire une clarification conceptuelle sur ce que tu appelles le politique. Si tu l'as lié à la gouvernementalité, dans cette crise pandémique, on est gouverné comme ça. Peut-être c'est pas ce qu'on veut, mais c'est du politique. Mais qu'est-ce que tu appelles du politique? J'appelle le politique le rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre-là, il est pris à partie au point que nous avons délesté tout ce qui est institutionnel. Hein, vraiment, là, je reprends les travaux de Freytag. Et on le voit, Andrew il a fait référence à ce qui se passait aux États-Unis. Bien, c'est ça. Ce que fait Trump, c'est de délier l'individu de l'institutionnel. Alors, pour moi, c'est le politique.
Et lorsqu'on aborde une pandémie en termes individuels et qu'on n'arrive pas à émerger vers le politique, je ne parle pas de la politique, je parle de le politique. Et c'est là où est le problème. C'est que finalement, ça crée des occasions, et on a parlé, Mme Karine y a fait écho abondamment, c'est-à-dire qu'il y a là donc les experts qui vont nous gérer la gestion des chiffres, mais on n'est pas dans la singularité du politique. Et d'ailleurs, je l'ai dit à mon nouvel ami Arthur, j'ai bien aimé son terme de nécropolitique. Je le retiens parce que c'est effectivement ce qui est caché. Parce que si effectivement on dit que le big data accumulé, hein, les projections, je sais pas moi, le policing hein, à l'avance, tout ça, si on admet ça, bien, mon cher Aimé Jules, il n'y en a plus de politique. Il n'y a qu'une rationalité qui se déploie et dans laquelle on doit être soumis. Or, en ce moment, le problème, c'est que toutes les institutions ont été déliées et on est dans une phase que j'appelle l'hyper-individualisme, hein, c'est-à-dire l'individu, sa jouissance, passe avant tout le reste. Et si ça marche pareil, c'est que tout le reste a l'apparence d'être neutre. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai fait mes recherches, liberté, c'est mon opinion, je la partage, mais le social va rouler pareil. Il roule comment? Avec des statistiques. C'est vraiment la gouvernementalité par les nombres. Et en ce sens-là, Aimé Jules, je dis que ce n'est pas politique parce que qu'est-ce qui arrive si à un moment donné, la gouvernementalité arrive à une réponse, mais que le peuple ne veut pas? On fait quoi? On assume que notre rationalité elle est supérieure au peuple. Au nom de quoi? Comment? Et c'est ça le problème en ce moment. Et je soupçonne, et là, peut-être que Mme Karine et moi, on aura une grosse discussion là-dessus, mais le problème pour les organismes communautaires et alternatifs et autres, c'est qu'ils ne sont plus dans la grammaire de base. Quand on parle de politique, c'est la gestion du grand nombre. Et puis là, tout est aplani. C'est vraiment la carte qui est devenue le territoire aujourd'hui. Je le signale, le big data, ce sont des représentations. Et puis, si vous voulez triper là-dessus, je vous signale, lisez ou relisez notre ami Castoriadis, hein, l'institution imaginaire du social, où vraiment il parle de la technique d'une façon très intéressante, où effectivement, elle doit rentrer dans le politique. Alors, c'est ça que je trouve qui est dommage, parce que, et en plus, sans compter le confinement, excusez du mauvais jeu de mots, mais le confinement de la discussion entre les gens qui savent. Anne-Sophie l'a déjà mentionné, effectivement. Alors, on peut avoir des experts en gestion de crise, de sociale, qui sont en fait que des statisticiens. Moi, je ne pense pas que ça soit du politique, d'une part. Je pense qu'au contraire, ça tue le politique, puisque celui-ci devrait se soumettre à une forme de raison. Alors là, on pourrait avoir des gros débats. Est-ce qu'il y a une raison universelle kantienne qui s'appliquerait à tout le monde ou si, un peu à la Foucault, c'est-à-dire que nos régimes de vérité, hein, à la Simondon, sont induits socio-culturellement. Donc, comme dirait Lao Tzu, la voix qui est la voix n'est pas la voix pour toujours, le nom pour la nommer n'est pas le nom pour toujours. Il y a des vérités, mais elles sont toujours ancrées sociopolitiquement. Or, Jules, c'est justement, on n'a plus de voix dans l'agrégation des grands ensembles de big data et autres. Il n'y a plus de politique. Il y a juste la messe, hein, d'administrer la messe, de faire les opérations techniques. C'est bon, André, on va s'arrêter là. Merci. Il y a Andrew qui avait posé une question. Et puis, qui voulait poser une question, puis après, je proposerais de terminer parce qu'on va être pas mal rendu à la fin. Ça va être à Léna de reprendre la parole après. Il y a aussi Raymond Corriveau qui a posé. Oui, c'est ça que j'allais dire. Okay. Donc, on va écouter Andrew, puis après, je lirai le commentaire de Raymond, puis Raymond pourra peut-être, à moins que Raymond veuille prendre la parole pour lire son commentaire. Et après, Léna, c'est toi qui reprends ou Eric? Oui. C'est toi? OK. Merci. Alors, Andrew, je vous écoute. Oui. Cette question de la consultation publique, j'ai compris ça comme question d'une action de l'État qui consultait le public. Mais on peut aussi en parler en termes des actions du public envers l'État, c'est-à-dire dans l'autre sens, des mouvements, par exemple, des mouvements sociaux, des protestations, des pétitions, tous les moyens qu'ont les gens d'influencer les actions de l'État. Et dans ce sens, c'est informel, c'est quelquefois spontané. Dans ce sens, il y a quand même des possibilités d'infléchir les politiques poursuivies par l'État et à travers l'État par les entreprises. Donc, on voit par exemple que Facebook a beaucoup de problèmes maintenant avec
des demandes de censure de fausses informations sur le virus, sur la politique, etc. Et éventuellement, j'imagine que dans l'avenir, il y aura une réglementation et ça vient non pas d'une consultation de l'État envers le public, mais vice-versa, des protestations des gens qui n'acceptent pas les stratégies économiques de Zuckerberg. Alors, ceci me mène à un autre aspect du sujet, c'est que pour moi, les technologies ne sont pas séparées de la société. C'est une façon d'agir socialement. Et ce qui se passe, c'est que les soi-disant experts qui sont consultés par les États, souvent agissent, ils parlent comme si les technologies étaient une chose réifiée, séparée de la société, qui avait leur qualité, leur essence, indépendant de décisions humaines. Et ça, c'est faux. On pourrait très bien reconfigurer les technologies pour, par exemple, protéger la vie privée des gens. Il n'y a aucune raison technologique pour que les données personnelles soient vendues et révélées à l'État. Ça, c'est une décision technique qu'on pourrait changer, on pourrait facilement changer, mais il y a une résistance, évidemment, et ça sert les intérêts des entreprises qui utilisent ces données de dire que ça, c'est le progrès, ça, c'est la nature même de la technologie, ce qui n'est pas vrai. Et donc, il faut toujours penser la technologie comme quelque chose qui a été décidé par des gens avec une influence suffisante pour pouvoir déterminer des décisions et non pas comme une chose en soi. Merci beaucoup. Donc, je vais lire le commentaire de Raymond. À moins que Raymond veuille prendre la parole. Raymond, je ne te vois pas. Ton micro est éteint. Est-ce que tu veux que je lise ta question? OK. Raymond, tu vas aller lire toi-même? Non, ben vas-y, France, je vais m'épancher sans ça, puis on n'a presque pas le temps. OK. Alors, tu écris dans l'optique de penser à une solution à caractère social et sachant que l'enfer est dans le détail, qui doit développer ce cadre de régulation qui intègre droits sociaux et politiques? Alors, c'est une question un peu pour Karine, mais sans doute aussi pour tout le monde. Ce cadre, pour avoir une portée politique, doit être juridique, point d'interrogation. Lorsque l'on pense aux différents efforts de la société civile sur le droit à l'information, doit-on être sceptique? Donc, c'est une question d'un autre militant, Raymond. Je ne sais pas, Karine, si tu connais Raymond, mais c'est quelqu'un qui est aussi assez actif dans la société civile. Non, je ne connais pas Raymond, mais enchanté Raymond. Ça me fait plaisir. Je vais répondre à votre question en faisant un lien avec ce qu'a dit notre collègue précédemment. Une des manières de consulter ou de mettre en place une gouvernance participative des systèmes algorithmiques, par exemple, et des données, c'est de mettre en place un processus de reddition de comptes, qui serait tout simplement un processus de reddition de comptes basé sur des instruments contraignants et non pas juste éthique. Éthique, et j'arbore ce mot d'éthique et j'insiste sur j'arbore. Je déteste ce mot-là, je ne l'utilise pas. Je ne soutiens pas l'IA éthique ni l'IA responsable. Moi, je travaille, je fais de la recherche et je milite pour un cadre en droits humains et non pas juste le droit de la personne. Je vais vraiment en parler en termes de droits humains pour des droits collectifs et de mettre en place ce cadre-là, c'est peut-être le meilleur moyen qu'auront les sociétés, les citoyens, les groupes de citoyens pour rendre les gouvernements demander au gouvernement des comptes, notamment par rapport à l'utilisation des bases de données, des biais dans les données et des systèmes algorithmiques qui aident à la prise de décision. Donc, il faut développer ça. Comment est-ce qu'on le fait? Ça se fait en consultation, ça se fait avec la société civile, définitivement. Pour l'instant, le débat est majoritairement, je dirais, mené par l'industrie privée, qui a été longtemps le développeur de ces... je veux dire, ils ont eu
l'intelligence était quand même relativement confidentielle, l'intelligence des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ils ont eu le champ libre pendant longtemps. Maintenant, je pense que c'est aux gens, aux universitaires aussi, ou particulièrement aux gens en sciences sociales, de rentrer dans le jeu et d'aider à définir. Et je dois vous dire, pour tirer la couverture un peu à ce que je fais, mais la chaire que je viens d'obtenir, c'est ça, c'est de développer un cadre de régulation en droits humains sur l'intelligence artificielle. Donc, contraignant, droits humains, portée collective avec un processus de reddition de comptes qui est clair et sortir les questions d'éthique. Oui, c'est bien beau l'éthique, mais tant que l'éthique, elle est faite juste pour protéger certains droits. Je veux dire, l'éthique, c'est un principe. Hein, donc, je pense qu'on a dépassé le stade du principe. Les SIA, les systèmes d'intelligence sont tellement maintenant partout qu'on ne peut plus se permettre que ce soit juste éthique et juste responsable pour avoir une étape supplémentaire. Ce serait ma réponse. Merci, Karine. André, je te vois. Il y a Eric qui a demandé la parole. Alors, Eric, si tu veux intervenir avant que je redonne la parole à André. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, c'est vraiment le temps parce qu'on a à peu près, je pense qu'Eric, tu disais, on avait jusqu'à 45? À peu près, oui. Mais alors, si je me permets, je vais lancer une question un peu abyssale. Bon. Et avant, est-ce qu'on peut répondre à la question de Raymond, Eric, si tu changes le sujet? Je sais pas. Oui, ma question est plus large. OK, bon, alors vas-y, mon chat. En fait, bon, moi, ce que je constate à propos des réponses des politiques, on va dire, à la pandémie, c'est qu'on est, je vais rejoindre la question de la gestion. J'ai l'impression qu'on est toujours, en fait, dans la gestion à court terme. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. Et en revanche, les enjeux qui sont liés à la pandémie ne sont pas abordés. Alors, j'aimerais savoir comment vous pensez que ces enjeux-là, je vais revenir sur ces enjeux quelques instants, mais j'aimerais avoir des pistes pour voir comment, d'un point de vue politique, ces enjeux-là pourraient émerger. Je pense par exemple au fait que la pandémie qui nous touche actuellement, en fait, elle est, oui, et c'est important, mais qu'il y a des enjeux d'inégalité, il y a des enjeux environnementaux, on n'en a pas parlé, mais la pandémie n'est pas complètement quelque chose, un phénomène qui est coupé de notre rapport à notre écosystème. Et donc, il me semble qu'il y a des enjeux qui sont vraiment très, très importants, mais qui ne sont quasiment jamais abordés. Enfin, donc j'aimerais bien avoir des pistes de solutions pour envisager l'avenir de façon, j'allais dire, radicalement différente, au sens du fait que le mot radical renvoie au fait que l'on va à la racine des problèmes. Et j'ai l'impression que le politique aujourd'hui ne va jamais à la racine des problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Éric. Je reviens sur la question de mon collègue Raymond parce que je la trouve intéressante. Parce qu'effectivement, si on arrive avec une solution politique totale, on vient de fermer le système sur le politique lui-même. Alors, d'après moi, il faut toujours qu'il y ait un jeu. C'est-à-dire qu'on n'y arrive jamais. Et je soupçonne, je ne veux pas faire de procès d'intention, Raymond, mais je te connais un peu assez pour savoir que j'ai l'impression que c'était un peu qu'il y avait de ça là-dedans. Alors, voilà, Raymond, moi, je reprends tes commentaires et je me dis que moi, j'ai peur. D'abord, Mme Karine, super, on y va. Mais de penser qu'on va réussir à fermer le social dans une logique totale, c'est là qu'est le problème. Mais je ne dis pas que c'est ce que Mme Karine fait, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder à l'esprit. Et là, je me reviens vers la globalité d'Éric tranquillement. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais. Et parce qu'on n'y arrive jamais, il y aura toujours une chance de faire autre chose. Et là, on tombe dans l'idée de praxis, Raymond, hein, je veux dire, qui est encore valable, je pense. Mais Éric le signale avec justesse, c'est que la praxis d'aujourd'hui, elle n'est plus tellement là. Maintenant, la praxis de prendre en charge la destinée collective, je vous rappelle, c'est une notion marxienne de l'époque. Bon, j'étais un vieux ringard des années 70, je trahis mes origines. Mais effectivement, le politique ne fait pas partie de la donne puisqu'on n'est pas dans les finalités, on est dans la gestion des moyens. Et le problème, Éric, quand tu dis on ne voit pas le politique à la racine, c'est parce qu'il ne fait plus partie de la grammaire de base. Et je pense que c'est là le problème. Et il faut faire attention avec les solutions pandémiques parce que la solution totale, quand je regarde du monde dire, moi, mon vieux, à Singapour, ils ont réussi à mettre un bracelet, tout ça. Je vous signale qu'on a nos bracelets ici, hein? Je veux dire, et on les porte volontairement. Donc, l'idée, c'est que si on enferme le social dans une vérité, entre guillemets,
on vient de tomber dans le totalitarisme. Et même s'il est pavé de bonnes intentions, et je vais reprendre les mots même de mon collègue Raymond, il est pavé de bonnes intentions comme l'enfer. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit à la fois l'espoir et l'action que Mme Corinne est porteuse, et je lui en suis reconnaissante, tout en sachant qu'on n'arrivera jamais à régler. Il ne faut pas le régler, il faut le régler ici, maintenant. Et les interstices, ce que Henri Lefebvre appelait les résidus, hein, c'est le germe de problématiques à venir, et c'est ce qui fait que nous sommes toujours des êtres, des sociétés en devenir. Raymond, est-ce que tu voulais réagir à ça? Sinon, je pense qu'il y a Arthur. Arthur, tu voulais prendre la parole? Mais Raymond, toi, avant qu'on donne la parole, tu n'as pas allumé ton micro, mais tu ne veux pas... OK. Arthur? Est-ce que tu voulais intervenir? Ah oui, je n'avais pas demandé la parole, mais je n'étais pas sûre. Oui. Je n'étais pas sûre parce que des fois, vous bougez les mains comme ça. Je ne suis jamais sûre. Oui, j'ai signalé mon accord à Eric et André, parce que justement, je suis d'accord qu'il y a, si on veut si on veut créer un mouvement radical vers la justice sociale et l'équité, il faut que ce mouvement de justice soit... Il faut chercher une justice immanente, c'est-à-dire dans le ici et dans l'ici et le maintenant. Le fait que la sphère de discussion politique est maintenant un peu limitée à un certain vocabulaire et un certain modus operandi qui est plus proche de ce qu'on vient de discuter par rapport à la surspécialisation technique et à la gouvernementalité basée sur la gouvernementalité purement statistique, nous rend un peu limités dans notre capacité même d'envisager une alternative. D'ailleurs, je pense que le système vie se développe dans cette renfermement qui d'ailleurs date déjà de longtemps, là, There is no alternative, TINA. Je ne vois pas, mais ça c'est peut-être mon pessimisme qui parle, je ne vois pas exactement comment une praxis limitée à des gestes individuels ou à des gestes à petits groupes pourrait nous amener à un changement. Et je vois d'une certaine manière les mouvements de masse à être, disons, manipulés, à être envoyés dans des directions assez bizarres, même pour les gens qui sont pleins de très bonnes intentions. Je pense notamment à des théories du complot émergentes auxquelles je m'intéresse énormément et pour lesquelles toutes ces questions de politique renvoient toujours au complot, aux complotistes les plus bizarres et bien sûr à une manipulation du politique par des intérêts qui sont encore plus, disons, obscurs que ceux du système technopolitique, etc. Donc ça, c'est pas une réponse, c'est une réflexion à ajouter à ça. Le fait que la sphère publique soit encore plus contaminée aujourd'hui par ce genre de théorie de complot et dont des masses se mobilisent autour de QAnon et des théories de complot comme ça, c'est un très mauvais signe pour les possibilités d'une praxis qui dépasse ou qui passe le seuil de ce qui pourrait être un changement radical. Mais moi, comme je dis, ça c'est mon pessimisme qui parle. Hein. Ce n'est pas vraiment une réponse, c'est juste... Certains Arturo diraient que c'est du réalisme, mais bon, on laissera le débat pour plus tard. Oui, j'hésite. On ne finira pas la discussion avec deux pessimistes. Anne-Sophie, as-tu quelque chose? Voilà. Non. OK. Bon, j'éteins mon micro. Oui, Anne-Sophie, on t'écoute. Oh mon Dieu, je me rappelle plus exactement de qu'est-ce que je voulais dire. Ça devait être une réaction à quelque chose qui s'était dit il y a quelques minutes déjà. Ouais, potentiellement par rapport à la question qui était liée justement à comment
comment développer des cadres de régulation et tout ça. Et puis, je pense que justement, renforcer un cadre qui est respectueux des droits humains, c'est vraiment le strict minimum. Souvent, qu'est-ce qu'on se dit, c'est qu'au minimum, on veut quelque chose qui va respecter ce cadre-là, mais on devrait vraiment y aller vers des technologies ou quand on parle d'intelligence artificielle ou de n'importe quel développement, on devrait mettre nos efforts à déployer des technologies qui vont activement contribuer à amoindrir ces inégalités-là. Donc, le respect, c'est le strict minimum, mais idéalement, je pense qu'il faudrait vraiment, dans une idée de praxis, essayer de se concentrer vers la conception de technologie, ça ne va pas être assez parce que si on est capable de régler des problèmes sociaux avec des technologies, ben, c'est soit qu'on comprend mal nos technologies ou qu'on a simplifié le problème social, mais du moins d'essayer d'aller dans cette direction-là, en fait. Donc, voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Voilà. Merci, Anne-Sophie. Stéphane, toi qui travailles aussi sur un projet je relisais ça, ton projet avec Alternative qui vise la création d'un laboratoire de recherche-action sur les droits humains en ligne et techno-numériques. En tout cas, il me semble que vous auriez des choses à peut-être échanger de temps en temps avec Karine. C'est pas la même chose, mais... Avec Karine? Oui, Oui. c'est sûr. Mais en fait, on est en train de discuter là, sur juste s'entendre entre nous sur qu'est-ce qu'on fait, puis à quelle fréquence qu'on s'appelle, puis c'est quoi nos numéros. Pas avec Karine, mais avec Alternative. Donc, la prochaine étape, c'est d'appeler Karine, en fait. Oui, mais c'est parce que c'est bien quand on le sait au début. C'est pour ça que je trouve ça chouette que vous le sachiez au début, parce que des fois, on travaille sur quelque chose, tout à coup, on apprend que quelqu'un travaille de son côté, pas tout à fait sur le même angle, avec la même perspective, mais depuis 6 mois. Fait que c'est bête. Et je me dis, si le séminaire peut avoir servi à ça, mon Dieu, le débat, c'est vraiment chouette. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais peut-être donner la parole à Léna, mais avant, je voulais remercier vraiment tout le monde. Il est tard, tout le monde a plein de réunions Zoom dans la journée, en plus d'enseigner. On est fatigué et on se retrouve encore devant un écran pour débattre. Je me dis que l'avantage quand même, c'est qu'on peut participer à des séminaires ou écouter des trucs auxquels on n'aurait jamais le temps d'aller parce que c'est trop loin de chez nous. Fait qu'il faut essayer de voir le côté positif. Et moi, ben, comme vieille militante, je pense que comme Karine, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer de changer le monde et que les gens qui sont pessimistes, au fond, vous avez été manipulés et ils ont gagné, ils ont réussi à vous convaincre qu'il n'y avait rien à faire. Propagande, fake news. Ah oui. La réflexion était incomplète. Hein? Oui, mais je trouve que quand on entend des collègues dire « Ah, ben oui, mais bon, en tout cas. » Bref, je m'arrête là. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'explique à mes étudiants. Vous savez, quand ils arrivent à vous convaincre qu'il n'y a rien à faire, c'est là que vous voyez. Continuez à lutter. Donc, je te laisse la parole. Léna, encore merci à tout le monde. Merci à nos intervenants. Merci de ma part aussi d'avoir accepté notre invitation. Donc, je voulais juste, pour ceux et celles qui sont encore là, je ne prendrai pas trop de votre temps. Je voulais juste vous mentionner la programmation du CRISIS pour le restant du trimestre et aussi pour le prochain trimestre. On a déjà quelques séminaires prévus, notamment le 23 octobre, un séminaire sur Histoire et pluralité des perspectives historiques en communication avec Catherine Russell de l'Université Concordia, Valérie Schaffer du CNRS Paris et François Voloton de l'Université Lausanne. Par contre, c'est à 9h30 le matin. Donc, nos séminaires ont toujours lieu le vendredi matin, normalement, sauf à l'exception de cette table ronde qui avait donc eu lieu plus tard à cause des questions de décalage horaire, notamment avec la Colombie-Britannique. Ensuite, on aura un séminaire le vendredi 20 novembre sur les approches intersectionnelles en études médiatiques avec Josette Brand et Célia Benciali. Donc, Josette Brand qui est professeure à l'Université Laval et Célia Benciali qui est étudiante à l'INRS. C'est en lien avec l'apparition d'un livre collectif qui s'appelle « De l'exclusion à la solidarité, regard intersectionnel sur les médias » qui est paru il y a 2 semaines, je pense, aux éditions Rémy Ménage, dirigées par Josette Brand. Ensuite, le 11 décembre, on aura un séminaire
dont les intervenantes restent à confirmer, mais ce sera un séminaire sur la décolonisation des savoirs qui pourrait intéresser Madame Gentelet. Et finalement, en janvier, on aura un séminaire sur les approches critiques en communication organisationnelle avec Sophie Delpha, qui est professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi, et Thomas Heller, qui est professeur, maître de conférence à l'Université Lille 3. Donc, si vous voulez rester au courant de nos événements, n'hésitez pas à vous inscrire à notre liste d'envoi. C'est accessible sur notre site web au www.crisis.uqam.ca ou bien de nous suivre sur Facebook. Il y a tous les événements normalement qui sont publicisés d'avance. Et aussi, si jamais vous voulez rendre la vidéo, la table ronde d'aujourd'hui accessible à vos étudiants, on la coupera et on la mettra en ligne sur notre site web. Et je ferai aussi une annonce sur Facebook quand ça